Merci à Lyon Data Science aussi de nous accueillir pour cet événement-là. Pour la petite histoire, les slides que je vais vous présenter, il est prévu qu'elles soient présentées aussi à la Devox. J'en parlerai un peu plus après, mais pour celles et ceux d'entre vous qui vont être à Paris le 14, enfin non, c'est sur plusieurs jours, mais c'est du 12, c'est 12, 13, 14, mais en particulier le 14, vous aurez le plaisir de retrouver cette présentation, une deuxième fois si vous voulez l'avoir deux fois, le 14 à Paris. Alors, pour la petite histoire, cette présentation-là, elle a une histoire un peu particulière. Constance m'avait demandé si j'avais des sujets à présenter. J'en avais, ils étaient assez techniques, mais j'ai privilégié un sujet un peu plus méta, et en plus qui va pouvoir s'adresser à plus de personnes, parce que ça ne va pas demander techniquement d'être très au fait de ce qui se fait en data science pour pouvoir le comprendre, c'est relativement ouvert. Et le postulat, en fait, c'est ça, hein, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on verra après qui est data scientist, qui est pas data scientist, qui fait quoi. Vous allez voir, on a un petit formulaire. Il y a de plus en plus de plateformes et d'infra, je ne vais pas les citer, mais qui permettent de gérer toute une partie de la DevOps, donc de la mise en production et la gestion du cycle de vie des modèles, d'une part. D'autre part, on entend pas mal parler d'un nouveau, enfin, d'un nouveau métier. Tout est relatif, mais le machine learning engineer ou le machine learning engineering. Donc il y a pas mal de choses qui bougent et la question à laquelle moi je vais essayer de répondre, et j'insiste sur le essayer, parce que je ne vais pas donner de réponse toute faite, mais c'est, voilà, avec tous ces changements-là, comment maintenant les data scientists vont devoir se positionner. Euh, voilà pour un petit peu le pitch. Bon, ouais, le titre, c'est Où va la data science? J'aurais pu prendre un autre titre, mais je trouvais que c'était un petit peu, ça donnait envie de savoir un peu plus. Très brièvement, donc, je me représente. Bonjour. Je suis Daoud Chami, je suis Innovation Solution Manager chez Positive Thinking Company. Il y a 6 expertises. Moi, je vais parler que de ce qui me concerne, ou en tout cas que de ce que je connais un peu. Un peu, ouais. Data and Analytics, mais on a d'autres expertises. Vous pourrez en savoir plus soit sur notre site web, soit sur nos réseaux sociaux. Et moi, je suis basé à Paris. Voilà. Donc, ce que je peux vous proposer avant de commencer, c'est que vous scanniez, si vous le souhaitez, ce QR code. C'est pas un virus. C'est un petit sondage. C'est un petit sondage en ligne, un petit formulaire que vous allez pouvoir remplir et on va pouvoir voir les réponses en live. Donc je ne savais même pas que c'était faisable, mais Constance m'a dit qu'apparemment c'était très courant comme procédé. Ouais, je ne savais pas. Il y a Ouais, il y a le Wi-Fi, il y a soit la 4G, je présume, soit le Wi-Fi Wojo Guest. Ouais. Alors, dans ce petit questionnaire, il y a 2 questions, si j'ai bonne mémoire. La première question, 3 questions, comme je disais. La première est de savoir sur quelles expertises ou sur quel métier vous vous situez. La seconde, c'est pour vous demander votre avis sur un petit peu la question qui est au centre de cette présentation. Et la troisième question, on la découvrira ensemble. Je ne me rappelle pas très bien de ce que c'est, mais voilà. Alors, la majorité d'entre vous, vous êtes soit... Enfin, la grosse majorité n'est pas sur les métiers de la data. Donc il y a 10 personnes, enfin 9 personnes qui sont data scientists, data engineers, 12 personnes qui sont plutôt dev, et le reste qui ne se sont pas identifiés là-dessus. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucun machine learning engineer, ça se met à jour en live, c'est incroyable. Ensuite, la question qui est... Donc ça, cette question-là, elle est importante parce que le but de cette présentation, c'est pas forcément d'être dispensé devant des gens qui sont très connaisseurs du métier de machine learning engineer, ou pas que en tout cas. La présentation se veut assez accessible, donc c'est intéressant qu'il y ait un peu de mixité. La seconde question, c'est est-ce que les data scientists devraient être responsables du DevOps? Alors, il y a une majorité de personnes qui ne savent pas, j'espère vous faire changer d'avis d'ici la fin de la présentation. Il y en a plein qui disent non, et il y en a quelques-uns qui disent oui. On va dire que les oui et les peut-être, c'est un peu la même réponse, mais en tout cas, voilà, vous êtes une majorité à dire non. J'avoue que je m'y attendais pas trop. Et là, est-ce que le métier de machine learning engineer va remplacer celui de data scientist? J'espère que non. Mais il y a quand même pas mal de je ne sais pas, et il y a 8 peut-être, ça fait beaucoup. Donc il y a 8 personnes sur 30, je ne sais pas combien ça fait un peu moins d'un tiers, ça fait 28%, qui pensent que potentiellement, dans, je sais pas moi, quelques années, il y aura peut-être plus de data scientist, on dira machine learning engineer.
Et eux, j'espère les faire changer d'avis d'ici la fin de la présentation. Merci pour vos réponses. Je poursuis ma présentation. Donc, il y a trois chapitres, si vous préférez. Le premier, c'est qu'est-ce que la data science? Ça peut paraître trivial comme ça, mais c'est important de situer assez précisément ce qu'il y a au cœur de l'expertise de la data science. Un data scientist, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui peut être amené à faire énormément de choses différentes, très différentes, mais on va essayer de voir qu'est-ce qui différencie les data scientists des autres. Ensuite, on va dézoomer un petit peu, et on va essayer de voir topologiquement, un peu comme si on faisait une carte, où sont les autres expertises et où sont les autres métiers. Puis après, on va regarder comment est-ce que l'arrivée de ces nouvelles infras, l'arrivée de nouvelles problématiques, et en particulier de ce métier de machine learning engineer, va changer les choses. Voilà. Je vous laisse encore une petite seconde, histoire que vous voyez bien le petit jeu de mots que j'ai fait à la fin. Merci. Il y a eu quand même un rire, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'un data scientist? Alors, d'après une grande chaîne d'infos en continu, un data scientist, il travaille sur les métadonnées. Ouais, bon. Il infiltre des réseaux informatiques et il fait des algorithmes de décryptage. Pour ceux qui ne sont pas data scientists, je précise que c'est pas ma définition. À titre personnel, ça se trouve, ça fait 6 ans que je fais n'importe quoi. Mais en tout cas, pour le moment, on m'a rien dit. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je fais au quotidien. Plus sérieusement, cette slide-là, je l'ai un peu mise aussi pour justifier le fait qu'il y a quelqu'un, je pense pas que la personne ait fait ça seule, je pense qu'ils sont plusieurs. Mais en tout cas, il y a un groupe de personnes. Qui se sont senties assez confiantes sur leur connaissance de la data science pour se dire, c'est mon avis, je vais le partager avec, je sais pas trop c'est quoi l'audimat, mais on parle de dizaines ou de centaines de milliers de personnes. Donc c'est des gens manifestement qui sont très sûrs d'eux pour faire ça. Et voilà, ça me paraissait, je l'ai mis un peu pour justifier la suite. C'est important de parler un petit peu du métier de data scientist et d'essayer de voir qu'est-ce que le data scientist fait. Petit point aussi pour la suite de la présentation, je vais employer le terme expertise pour parler d'un savoir-faire, et je vais employer le terme de métier pour parler d'un ensemble de savoir-faire. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent, mais je reviendrai là-dessus après, le MLOps, on peut se dire, c'est peut-être pas tant un métier que plutôt une expertise. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais c'est plus une expertise qu'un métier. Voilà. Donc petit point de vocabulaire pour la suite. Alors assez simplement dit, le data scientist, c'est celui qui, partant d'une donnée, d'un ensemble d'observations, va, au moyen de code, proposer un modèle. Alors je pense que pour une partie d'entre vous, un modèle, c'est pas forcément clair ce que c'est, et c'est pas forcément le but de cette présentation de rendre ça beaucoup plus clair, mais il suffit de dire qu'un modèle, c'est un algorithme dont le comportement dépend des données qu'on lui donne en entrée, et qui a pour but essentiellement de prédire quelque chose. Donc voilà, alors le data scientist, c'est soit celui qui fait le modèle, soit celui qui fait le code, qui fait le modèle. En définitive, c'est quelqu'un, on attend de lui qu'il fasse des modèles. Alors bon, s'il y a des data scientists ici, ou des data ingé, ou des gens qui connaissent, bien sûr, le data scientist, il ne fait pas que ça, jamais. Mais là, ce que je vous montre, c'est ce qui distingue le data scientist des autres. On ne fait pas que ça, mais si je le tourne un peu autrement, on peut dire qu'on n'est pas les seuls à le faire, mais on est surtout connu pour ça. Petit exemple, et très rapide, le but, c'est pas de s'étendre là-dessus. Là, ici, j'ai un joli jeu de données. Chaque ligne, c'est un appartement, c'est un bien, enfin, ou une maison plutôt, décrit par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si je compte bien, variables. Et le but, c'est de prédire le prix du bien. Bon. Enfin, le but, c'est de prédire, pour un data scientist. Il y a des gens, ils vont pas forcément se fixer ce but-là. Si quelqu'un sait que ça veut dire 2,25 salles de bain, je suis preneur. Donc le data scientist, lui, il prédit. Là où le data analyst, il va plutôt décrire. Donc, typiquement, le data scientist, il va se dire, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre le nombre de chambres et le prix? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre la surface habitable et le prix? Il y en a un. Alors, il ne va pas faire que ça. Le data scientist, il va aussi se poser la question de se dire, est-ce que je suis capable, en prenant de l'information déjà existante, ici, la surface habitable et la surface du terrain, de créer une nouvelle information. Donc là, ici, le pourcentage qui est habitable. Et là encore, il va se livrer au même exercice. Est-ce que cette nouvelle information que j'ai créée, elle me permet de faire quelque chose? Tout ça pour dire, le data scientist, en définitive, c'est très vite dit, mais il va plus mobiliser les probas, et le data analyst, il va plus mobiliser les stats. Enfin, il y en a un qui
prédit, il y en a un qui analyse ce qui s'est déjà passé. Alors, en mobilisant des connaissances business, en mobilisant des connaissances en maths, en proba, en stats, etc., le data scientist, à la fin, il est capable, vous pouvez voir ça comme une équation ou comme un algorithme, ou un peu comme vous voulez, c'est pas trop l'objet de cette présentation de rentrer dans le détail, de produire un modèle. On lui donne des variables, là les 9 variables, et le modèle, du mieux qu'il peut, il va vous proposer un prix. Bon, mais alors si demain, moi, je fais un business où j'ai envie de prédire le prix d'appartement, comme on dit, on n'a rien fait tant qu'on n'a pas tout fait, et si j'ai que le modèle qui fait ça, ça sert à rien. Ce modèle-là, il va falloir le mettre en production. Donc voilà, gardez ça dans un coin de votre esprit. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que voilà, le data scientist, lui, il va opérer essentiellement sur cette chaîne-là. Donc son métier, c'est de transformer de la donnée en un truc très compact, un modèle qui a compris la donnée en mobilisant ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Et voilà, comme dit, il va soit produire un modèle, soit produire le code qui fait un modèle. Mais alors bien sûr, le data scientist, il ne fait pas du tout que ça. On connaît tous des data scientists qui sont plus ou moins adroits pour faire de l'analyse de données. Il y en a même certains qui savent utiliser Tableau, qui sont allés sur Qlik, sur Power BI, etc. Donc, ce que je vous ai présenté là, c'est l'expertise qui nous différencie, mais ce n'est pas l'expertise qui nous caractérise. On connaît aussi des data scientists qui sont plutôt bons en data ingénierie. Moi, j'en ai connu un qui était assez habile pour faire du PySpark ou ce genre de choses dont je ne vais pas trop parler parce que je ne m'y connais pas. Mais on a aussi des data scientists qui sont capables de maîtriser ces outils-là, qui sont plutôt ceux des data ingé. Donc, il fait du machine learning, il fait de l'analyse de données, parfois il va aussi faire de la data ingénierie, mais il ne fait pas que ça. Parfois, le data scientist, il va déployer et il va même gérer carrément la CI/CD, donc en gros le cycle de vie d'un produit de machine learning en l'occurrence, dans un système informatique un peu plus complexe, avec tout ce que ça suppose de tests, avec tout ce que ça suppose de configuration de ce qu'on déploie pour que ça colle bien avec l'environnement dans lequel il est déployé. Bon, là vous commencez à voir où je veux en venir, ça fait un peu beaucoup. Autant, oui, un data scientist, il peut faire un peu de ci, un peu de ça. Bon, autant c'est assez rare que les data scientists fassent tout. Et justement, c'était partant de ce constat-là que j'ai axé la présentation comme ça. Donc vous allez voir tout le long de la présentation, je vais pas mal mobiliser des notions un peu topologiques. Je vais parler de, je sais pas moi, de frontières, de délimitation, de trucs comme ça. Parce que il faut voir l'extension des expertises du data scientist comme un peu une frontière qu'on repousserait autour de ce truc-là un peu central qui est le machine learning engineering. Donc, il y a là, dans les slides suivantes, vous allez avoir des QR codes, c'est les sources de ce que je vous montre. Donc, on est passé à peu près, moi quand j'ai commencé à travailler là-dedans, il y a un certain temps maintenant, d'une vision comme ça. Ce diagramme de veine, vous le trouvez partout. Hein. Vous tapez data science, ou juste data science d'ailleurs, sur votre moteur de recherche favori. Vous allez en trouver plein des comme ça, avec des couleurs plus ou moins différentes. Mais en gros, le message est le même. Le data scientist, c'est quelqu'un qui, en mobilisant des connaissances métiers et en mobilisant des connaissances en maths ou en statistiques, et au moyen du support informatique, qui va être capable de faire de la modélisation. Et ce diagramme-là, on le voit partout, on continue à le voir encore aujourd'hui, mais moi ce que j'observe, c'est que on continue certes à le voir beaucoup, mais on voit de plus en plus des choses comme ça. Alors là, ça c'est incroyable. Hein. Donc là, le data scientist, c'est un data engineer, manifestement, qui fait de l'analyse de données, et qui en plus, tant qu'à faire, fait aussi du DevOps et déploie. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment ça qui a justifié le fait que je fasse cette présentation. Parce que moi, je ne voulais pas me contenter de me dire « Oh, bah, il y a des gens qui ont des points de vue différents ». J'ai essayé de creuser, de me demander « Mais comment est-ce qu'on a pu passer en 2016 ou en 2017 ou qu'importe, mais d'une vision comme ça, donc le data scientist, c'est quelqu'un qui fait un peu de la recherche, qui fait du prototypage, des choses comme ça, à économisez-vous le fait d'avoir un data ingé, un data analyst, un MLE, prenez un data scientist, il va tout faire, voilà, il fait un peu tout. Alors, bien sûr, on a chacun nos avis là-dessus. Moi, à titre personnel, je considère que je dis pas que ça, c'est tout à fait exact comme vision du métier. Par contre, je suis à peu près sûr de moi si je vous dis que la deuxième slide, la deuxième image, c'est complètement faux. Hein. Voilà, c'est pas le cas. Donc on est passé de quelqu'un qui faisait des POC, des notebooks, de la modélisation, du prototypage, à un Terminator qui fait tout un tas de choses.
Et ça, c'est quelque chose qu'à titre personnel, en tant que consultant, j'ai pu constater, dans la mesure où je voyais bien que le point de réassurance des clients qu'on voyait, ça allait plus forcément être « Ah tiens, est-ce que je suis capable de prédire ça en fonction de ça ?» Ça allait être « Ok, sachant que je suis à peu près sûr qu'on peut prédire ça en fonction de ça, c'est très bien, ça veut dire que les clients ils sont de plus en plus matures et ils savent que le potentiel qu'il y a. Ok, maintenant comment est-ce que je fais pour le déployer ?» Donc ce qu'on va poker, j'ai l'impression, en tout cas ce sur quoi il faut rassurer, c'est plus sur est-ce que je peux prédire le prix d'un appartement à partir de tout un tas de données, comme je vous l'ai montré, ça paraît évident pour tout le monde. Maintenant, il faut rassurer sur, sachant qu'on peut le faire, comment ça va rentrer dans mon SI, dans mon infra, parce que j'utilise tel techno, et parce qu'un tel, il utilise ça, puis parce que le modèle, il faut qu'il soit consommé comme ça. Donc là, vous voyez, si on repense un petit peu au schéma qu'il y avait avant, il y a eu une espèce d'inflation du périmètre du data scientist. Et c'est peut-être pas un hasard, en fait. Il y a cet article-là qui est sorti en 2017, je crois, qui parle des dettes techniques cachées dans les systèmes de machine learning, sans rentrer vraiment dans qu'est-ce que c'est une dette technique, etc. On va se contenter de retenir de cet article-là qu'il pointe du doigt le fait qu'il y a des problématiques propres au machine learning et à l'intelligence artificielle, pour le dire comme ça, quand elle va être déployée en production. Il y a plein d'exemples. L'article est curieux parce qu'il est très court, mais il donne plein d'exemples. Enfin, il fait les deux à la fois. Moi, je peux vous en donner un. Il peut arriver parfois qu'un data scientist, là je vais peut-être un peu jargonner, donc tout le monde va peut-être pas bien se figurer ce que je dis, mais je pense qu'une partie au moins comprendront. Parfois, les data scientists, quand ils ont de la donnée et qu'ils veulent faire une modélisation, typiquement là pour le prix des appartements, prédire le prix d'un appart, le data scientist, il va être tenté d'utiliser des variables qu'il va créer lui-même, mais qui en production n'existent pas. Je vais vous donner un exemple. Là, sur le petit jeu de données que je vous ai montré tout à l'heure, on peut être par exemple tenté de dire « Ah le prix d'un appart, il va dépendre du nombre de requêtes que les utilisateurs font pour trouver les prix des apparts dans le coin. » C'est des apparts très demandés, donc ils vont coûter plus cher. Alors en effet, si on a le jeu de données et qu'on rassemble tous les appartements qui ont été très recherchés sur le moteur de recherche, on peut arriver à trouver quelque chose. Sauf que ça, en live, quand le modèle est en production, ce n'est pas nécessairement une information que vous allez pouvoir avoir. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir l'avoir comme vous l'avez eu sur de la donnée froide. Et ce petit exemple-là, il tend à nous faire penser quoi ? Donc du coup, ça veut dire que la personne qui fait le modèle, il faut qu'elle ait quand même en tête que l'environnement de production, il va ressembler à ça, puis je vais pouvoir lui mettre telle donnée dedans, le modèle, mais peut-être pas telle autre. Donc là, on serait tenté de dire, oui, le data scientist, il doit quand même avoir une plutôt bonne vision de ce qui va être mis en prod. Là, c'est qu'un exemple, hein, il y en a tout un tas d'autres. Il donne aussi, par exemple, l'exemple d'un modèle A qui est utilisé en partie pour entraîner un modèle B. Vous voyez bien que si jamais je change le modèle A, le modèle B, il va consommer une donnée qui a divergé. Il y a tout un tas d'exemples qui montrent qu'il y a des problématiques de mise en production très spécifiques au modèle de machine learning. Et ça, c'est quelque chose dont on est conscient depuis assez longtemps. Notez aussi que les data ingénieurs, en général, pour un certain nombre de raisons, ils sont un petit peu plus matures que les data scientists sur les problématiques de mise en production, etc. Parce qu'ils sont peut-être un peu plus proches d'un métier un petit peu authentique de développeur que le data scientist, où les data scientists, on dit, ils sont meilleurs en dev que les gens qui font des maths, meilleurs en maths que les gens qui font du dev. Il y a une autre manière de le comprendre, c'est qu'ils sont moins bons en dev que les devs et moins bons en maths que ceux qui font des maths. Les deux façons de voir sont vraies. Donc voilà, il y a un manque de maturité chez les data scientists sur ces problématiques-là. Et en plus, voilà, c'est des problématiques vraiment à part, quoi. Je vais revenir un petit peu sur mon schéma. Donc on a dit que le data scientist, lui, il avait un cœur de métier qui est le machine learning, la modélisation, le prototypage, machin, que ça peut être plus ou moins étendu, plus ou moins loin. Il y a des data scientists qui vont plus ou moins faire de l'analyse de données, etc. Et on peut même s'amuser, là j'ai parlé d'expertise, on peut même s'amuser à parler de métier. Bon, alors le code couleur, il aide, hein, mais vous voyez bien que je peux tracer une délimitation entre ce qui est plutôt de la responsabilité d'un data ingénieur et ce qui n'est pas de la responsabilité du data ingénieur. Ça ne veut pas dire que le data ingé ne va pas faire autre chose, mais pour une tâche, ou en tout cas pour une expertise donnée, il n'y a à peu près pas de doute quant à savoir si c'est le rôle du data ingé ou le rôle du data scientist. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut pas, que l'un ne peut pas faire l'autre, etc. Mais la frontière est poreuse, c'est poreux, mais c'est pas une frontière fluide, quoi. Pour une tâche donnée, on sait assez facilement dire qui est censé la faire. Même remarque pour l'analyse de données, le data scientist, il peut faire de l'analyse de données. Si maintenant, demain, il faut mettre en place tout un système de dashboarding, etc., ok, le data scientist peut le faire, mais on est à peu près sûr que si demain, il y a un data analyst, c'est peut-être mieux que ce ne soit pas le data scientist qui le fasse.
Donc là encore, hein, la frontière elle est un peu poreuse, mais pour une tâche donnée, on peut assez facilement dire, si on est 2 dans l'équipe, un data scientist, un data analyst ou 3, un data ingé, bah toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Là en revanche où c'est un petit peu moins net, c'est la frontière qu'il y a côté bah, justement DevOps. Là pour le coup, ça va être un peu plus compliqué de dire ce qui incombe au machine learning engineer, ce qui va incomber au data scientist, et encore, hein, ça c'est quand on est d'accord sur la définition. Chez un certain nombre de personnes, le machine learning engineer, bah, c'est comme un data scientist qui fait de la mise en production. Chez d'autres, c'est un DevOps qui bosse dans le milieu du machine learning. Il y en a même qui considèrent qu'il ne faut plus du tout dire data scientist, il faut juste dire machine learning engineer, et que le machine learning engineer, c'est le nom que devraient avoir les data scientists. Et l'un des points que je trouve intéressant, c'est autant il est assez facile pour les gens qui sont du métier, en fait même pour des gens qui ne sont pas du métier, hein, d'arriver à dire bah, ça c'est plutôt dans le périmètre de tel métier ou de tel autre, autant la tâche elle est peut-être plus aussi évidente quand on parle de machine learning engineer ou de machine learning engineering et de data science. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'était que la nature des frontières n'est pas tout à fait la même. Dans un cas, on a des frontières, bah, certes poreuses, mais au moins on sait à peu près où elles sont. Dans l'autre, c'est pas évident. On ne sait pas très bien jusqu'où le data scientist doit aller et à quel moment prend le relais le machine learning engineer. Donc voilà, l'exemple du relais, il est pas mal. On ne sait pas quand est-ce que l'un doit lâcher et quand est-ce que l'autre doit prendre le relais. Donc, alors autant data ingé, data analyst, c'est des métiers relativement anciens et bien installés, autant pour un métier comme machine learning engineer qui est plus récent, c'est un métier relativement récent, j'y reviendrai après sur à quel point il est récent, mais c'est moins évident. Et surtout que le machine learning engineering, autant on ne sait pas très bien placer la frontière entre MLE et data science, donc entre machine learning engineering et data science, autant on sait qu'il y a, en particulier ce qui est côté DevOps, qui leur incombe. Et c'est précisément là-dessus, sur ce qui est du DevOps, qu'aujourd'hui, il y a la plus grosse pression. La pression, aujourd'hui, elle est là. Donc si demain, un data scientist, je m'hasarde à faire une statistique, je vais peut-être avoir tort, mais je pense pas. Si demain, un data scientist ou une data scientist va à une offre d'emploi et que c'est raté, je pense que ça sera peut-être pas à cause de la partie machine learning. Ça peut de plus en plus fréquemment être à cause de la partie DevOps. Voilà. Donc j'ai le sentiment, de mon point de vue, et là pour le coup c'est personnel, mais que c'est sur cette expertise-là qu'il y a le plus de pression. Donc c'est pas évident pour les data scientists parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une espèce d'inflation des responsabilités comme ça. Bon, ça restait tranquille quand c'était côté data ing, quand c'était côté data analyse, mais là, on est face à quelque chose d'un peu plus particulier. Alors pour tenter de répondre à cette question, j'ai essayé de comprendre déjà un petit peu mieux quel était le métier de machine learning engineering. Alors bien sûr, c'est un métier qui est en croissance, ça c'est plutôt logique, parce qu'on a vu qu'il y avait une pression assez forte. Mais moi, la question à laquelle je voulais répondre, et c'est la question que tout le monde se pose, je suis sûr, enfin, j'espère, c'est est-ce que le métier de machine learning engineering, c'est un fork? Donc est-ce que, en gros, c'est un métier qui naît en partie de l'expertise data science, mais en tout cas, c'est un métier distinct, ou est-ce que MLE, c'est juste le nouveau nom de data science? Alors pour essayer de répondre à cette question, j'ai déjà essayé de mieux comprendre qui étaient les MLE. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. J'ai trouvé une petite étude. Il y en a? D'après le sondage, il n'y en a aucun. Peut-être qu'il y en avait un, ils n'ont pas osé dire, je ne sais pas. J'ai trouvé une étude faite sur LinkedIn sur les métiers les plus en croissance. Là, vous avez la méthodologie, donc ça a été fait du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021. LinkedIn ont tout simplement calculé la croissance, je pense tout simplement numérique, d'un métier. Alors il y a quelques règles, certains métiers ont été exclus, d'autres ont été fusionnés, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de deviner quel est le top 1? Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, le métier qui est le plus en croissance, mais si vous voulez essayer de deviner, quelqu'un a une idée? Non, 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 non. Les dates sont importantes. Je crois que c'est quelque chose genre consultant en vaccination, un truc comme ça. Je sais pas le terme consultant, mais je crois que c'est expert, enfin c'est un truc voilà, quoi, sur les vaccins. En numéro 2, je ne me rappelle pas. Mais par contre, en numéro 3 non plus, mais par contre, en numéro 4, c'est le métier de machine learning engineer. Et ça, c'est logique. On a bien vu qu'il y avait une grosse pression sur cette expertise-là, que voilà, bah, c'est bon. Le jeu de données Titanic et tous les jeux de données qu'on croise un peu sur Internet, on en est venu à bout là, quand même. Ça fait 10 ans qu'on fait des prédictions dessus. Et tout ça, ça sert à rien si on ne sait pas mettre en production. Et donc, bah, tout naturellement, les clients, l'industrie, le marché, appelons ça comme on veut, ils se sont dit, bah, ça va pas, c'est très bien d'avoir des modèles, mais moi, si je ne peux pas m'en servir, ça ne sert pas à grand-chose. Alors,
je suis tombé donc sur cette étude-là, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de compter comment le métier progresse, où est-ce qu'il progresse, la parité, homme-femme, machin, il donne aussi, hop, l'origine des gens qui font ce métier-là. Donc, je vais peut-être me tromper, mais software engineer, je pense que ça peut être assimilé à data eng, parce que je présume que dans la langue anglo-saxonne, non, des devs classiques, c'est pas forcément data eng. D'accord, parce que j'ai été très étonné de ne pas voir data eng là-dedans, et je me suis dit c'était peut-être leur façon de nommer les data eng, mais bon, je peux me tromper. Bon, il y a aussi des data scientists, bah, plutôt cool. Après, il y a artificial intelligence spécialiste. À titre personnel, j'ai aucune idée ce que c'est. Si quelqu'un sait. Ouais, ouais, je sais pas. Euh, Pardon? Ouais, bah, je vais regarder, mais qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils disent non, mais en plus pas particulièrement. Ah ouais? Mais je vois pas. Ah oui, US. Putain, je suis bête. Ouais. C'était là. Ouais, donc c'est peut-être pour ça que ça colle pas tout à fait à ce que moi j'anticipais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a plutôt quand même l'impression, enfin, le fait qu'il y ait des data scientists qui forment une partie des MLE d'aujourd'hui, on a quand même plutôt l'impression qu'on a affaire à une fission dans le métier de MLE d'une expertise, enfin d'un ensemble d'expertise et d'un autre ensemble d'expertise. On verra lesquels après. Donc là, on est plutôt quand même tenté de penser que c'est juste un métier qui est en train de se séparer en deux, avec les uns qui prennent des responsabilités et puis les autres qui prennent d'autres responsabilités. Je reviens sur... Ok, voilà. C'était fait exprès. Et je reviens sur la première cartographie que je vous ai montrée. Je vais essayer de vous la remontrer, cette fois-ci, plus en essayant de parler de métier, mais vraiment en mettant à plat que des expertises. Encore une fois, il y a un code couleur qui rend la lecture facile et qui montre que les expertises, elles se regroupent là, ici, entre data ingé, data scientist et un troisième métier en bleu, on verra lequel. Il n'y a pas les data analystes, pardon s'il y a des data analystes parmi nous, mais là, c'était pas forcément pertinent de faire apparaître ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah voilà, on voit qu'il y a des gens qui sont des fournisseurs de données, pour le dire très simplement, mais en tout cas des gens qui assurent la mise à disposition et la logistique de la donnée, les data ingé, je présume que là, c'est d'eux dont il s'agit. C'est très vite dit, hein, mais voilà. On voit qu'il y a des gens qui produisent des modèles. Et là, c'est intéressant parce que vous avez écrit en très gros. Hein, c'est pas un hasard. Hein. Là, data, c'est écrit en très gros. Train et test ou cleaning, c'est pas écrit en aussi gros. Donc data, c'est quand même écrit en très gros. Donc moi, j'ai l'impression que le produit, ce qu'on produit dans toute la partie en jaune, que je présume être la partie des data ingé, c'est de la donnée. Ok, ça colle. Et là, au milieu, donc la partie machine learning, qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'on attend de la personne qui bosse sur le périmètre machine learning? Eh ben, c'est un modèle. C'est pas du code, c'est pas. C'est un modèle. En tout cas, c'est ce qui est écrit en très gros ici. Ça, c'est pas très surprenant. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est ces gens-là. Ils sont pas nommés. Hein. Donc là, ici, c'est que des expertises, ça parle pas de métier. Ils produisent du code et ensuite il y a écrit du build, de l'intégration, du test. Mais là, vous voyez que sur ce découpage un petit peu là comme ça, vertical, avec ces trois couleurs-là, la source est intéressante, hein, regardez ce qui est écrit. Il y a écrit Machine Learning Engineering, donc ça a été trouvé sur un article qui présente ce qu'est le Machine Learning Engineering. Bon, en fait, ils expliquent juste que le Machine Learning Engineering, c'est la dernière étape, celle qui, partant d'un modèle, ou en tout cas partant du code qui concourt à produire un modèle, ce qui est à peu près équivalent, va, au moyen de code applicatif, faire du build, faire de l'intégration, donc en gros faire, pour le dire très rapidement, de la mise en production. Donc, la tension qu'il y a eu sur le métier de data scientist, le fait qui a fait que je fasse ces slides, ce qui fait que des data scientists aujourd'hui, ils peuvent avoir des soucis pendant des entretiens, etc., c'est le fait que les data scientists ont de plus en plus souvent dû gérer, ou en tout cas on leur a demandé de gérer la partie qui était plutôt en bleu là-bas. Et moi en tout cas, comme je l'ai dit à titre personnel, c'est là-dessus que j'ai observé qu'on a eu le plus de difficultés vis-à-vis de certains de nos clients ou quoi. Et moi, je pense, on va voir si j'ai raison, mais que le code couleur représente assez bien là où les différents métiers vont se stabiliser. Et je pense que cette image-là, je ne l'ai pas prise pour rien, hein, c'est un article qui parle de Machine Learning Engineering, représente plutôt bien ce qui à terme sera demandé aux MLE, aux data scientists et aux data ingé. Bon, là-dessus, il y avait relativement peu de doutes. Donc moi, à titre personnel, je pense que là, on a une assez bonne représentation du passage de relais, si vous voulez, entre les data scientists et les machine learning engineers.
Alors, pour être un peu plus sûr de moi, je me suis dit, je vais aller regarder des offres d'emploi, donc sur Welcome to the Jungle et sur LinkedIn. Et pour chacune des offres d'emploi, pour le métier Data Science et pour le métier MLE, j'allais regarder le pourcentage de ces offres qui demandaient des compétences en data ingénierie, en DE, là, il y a écrit DE en bleu là, le pourcentage d'expérience qui allait demander des expertises en data analyse, le pourcentage des offres qui allaient demander des expertises business, donc compréhension métier, et le pourcentage des offres qui vont demander une expertise en DevOps. Et là, je vais avoir besoin de vous, parce que vous allez parier. Alors, selon vous, dans les offres d'emploi Data Science, donc 40 offres d'emploi, j'ai regardé 20 sur Welcome to the Jungle et 20 sur LinkedIn, quel est le pourcentage d'offres pour les data scientists qui font mention d'une expertise data ingénierie? J'ai pris large, hein. J'ai dit data ingénierie, c'est dès que ça commençait à parler de SQL, de Spark ou de Hadoop, j'ai compté que c'était, même si c'était facultatif, j'ai compté data ingénierie. C'est très discutable comme méthodologie, mais je me suis pris comme ça. Alors d'après vous, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? Est-ce que quelqu'un se sent inspiré? 10%? 90%? 80% des offres de data science font mention d'une... Ouais, alors, ouais, pardon, j'ai compté SQL, hein, donc sur l'offre d'emploi, il y a écrit SQL, ou Spark, ou quelque chose. 80, bon. Voilà. Donc, il y en a à peine 30%. Voilà. Très bien. Selon vous, maintenant, même question, cette fois-ci avec l'analyse de données. Donc là, c'est que sur les offres data science, hein, c'est pas machine learning engineer. Ma méthodologie, ça a été de dire que je n'allais pas considérer les offres d'emploi qui faisaient mentionner data science, machine learning engineering, je ne les considérais pas. Il fallait qu'il y ait écrit soit data science, lead data scientist, senior data scientist, bon, j'ai un peu tout pris, soit machine learning engineer. Vous remarquerez que pour les machine learning engineers, on va un peu moins souvent parler de senior, lead, machin. On dit machine learning engineer et puis c'est tout. Les data scientists, ils ont plein de strates comme ça. D'après vous, donc, data analyse, combien de pourcentage des offres font mention, c'est pas un truc qu'ils exigent, mais ils font mention de visualisation de données ou d'analyse de données? 60, 50, 80, et encore des 80. Toujours pas, non. Non, non, c'est 30%. Donc, en bonne moyenne, si vous prenez 10 offres d'emploi data science, et je dis bien data science, donc pas machine learning, pas artificial intelligence, machin, juste data science, ou senior data scientist à la rigueur, mais voilà, eh ben, on ne va pas trop vous parler d'analyse de données. Et là, pour le coup, hein, j'ai vraiment brassé large. Hein. Donc, dès qu'il y a le mot analyse ou quoi que ce soit qui puisse s'en rapprocher, ou visualisation, j'ai compté ça. Et ben, en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi après? C'est business. Selon vous, quel pourcentage des offres des métiers de data scientist demandent... Alors, business, ça veut dire quoi? Ça veut dire de comprendre la donnée. Donc là, typiquement, dans l'exemple sur les... ça va revenir. Sur la prédiction du prix d'un bien, c'est de s'y connaître un peu en immobilier, pas d'être Stéphane Plaza non plus, mais de connaître un peu comment est-ce que l'immobilier marche. Alors selon vous, là, on est à quel pourcent? 10%? Qui dit mieux? Eh ben non, 60. Bravo à ceux qui ont dit 60, ou 40, ou 50. Donc, dans la majorité des cas, on va considérer que le data scientist, s'il doit travailler dans une boîte qui fait de l'immobilier, il doit, à défaut de s'y connaître en immobilier, au moins voilà, être prêt à s'intéresser un peu à l'immobilier. Alors, il y a un truc que je n'ai pas précisé, partez du principe que 100% des offres data science exigent une compétence en machine learning. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Je n'ai pas vérifié, ça se trouve, c'est même pas le cas, mais je présume. Et maintenant, DevOps, quelle proportion des offres d'emploi pour la data science font mention de DevOps? Là, c'était quoi ma méthodologie? C'était soit qu'il y ait le mot DevOps, soit qu'il y ait... Et là, pour le coup, hein, le seuil de sensibilité était assez bas. Hein. Donc même si ça parlait Docker, ou voilà, dès que de près ou de loin, c'était un peu du DevOps, je comptais ça comme du DevOps. Selon vous, quel pourcentage? 90? 60? Ouais. Voilà. Donc là, on voit quoi? Un data scientist, ça colle avec le premier diagramme. Hein. C'est quelqu'un qui connaît la donnée. Alors, je n'ai pas compté machine learning, je n'ai pas compté maths, etc. Je partais du principe que 100% des offres en data science, on allait vous poser c'est quoi la différence biais-variance, ce genre de questions. Mais quand même, le trait le plus saillant, c'est de dire nous, on est une boîte qui bossons dans l'immobilier,
faut que tu t'intéresses un peu à ce qu'est l'immobilier, bonne compréhension business ou métier, je sais pas comment c'est dit, etc. On va faire le même exercice avec les MLE. La réponse va vous étonner. D'après vous, dans quelle proportion on exige d'un MLE qui sache maîtriser SQL, Spark, Hadoop, PySpark, Scala, ou n'importe lequel de ces trucs-là? 50, 60, ouais, 80, 50. 50 tout pile. 50 tout pile, c'était 20 sur 40. Là, exactement. Pour la data analyse, dans quelle proportion est-ce que sur une offre d'emploi, on va dire au machine learning engineer, ouais, c'est bien si tu peux faire si tu peux présenter des résultats un peu animés, etc. 20, 20, ouais. Ouais, 20, ouais, voilà. Ok, bah là, je pense que vous n'êtes pas très surpris. Dans quelle proportion des cas on leur demande d'avoir une compréhension business? 50? 10? 10, ouais, ok. Donc là, personne n'a dit plus de 50. Ah ben voilà. Voilà. 10%. Et maintenant, dans quelle proportion des offres on va parler de DevOps? 80? 60? 60, ça aurait été surprenant, parce que sinon, autant prendre un... Voilà. Du coup, moi, quand j'ai vu ça, je savais pas trop comment conclure la présentation, en fait. Mais enfin, je savais pas trop quel slide mettre à la fin pour conclure et tout. Et surtout, moi, je peux vous le dire maintenant, hein, mais j'avais un avis qui n'était pas du tout celui-là. Avant de commencer à faire ça, moi, j'étais d'avis que les data scientists, maintenant, il va falloir que vous appreniez à utiliser Docker Compose et à faire de la CI/CD, etc. Et j'étais très embêté parce que j'avais beau chercher, je trouvais jamais suffisamment de sources qui allaient dans mon sens. Alors j'aurais pu tricher, j'aurais pu faire du cherry picking, mais comme je suis quelqu'un de très honnête, ben, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, bon bah ok, apparemment sur Internet, tu ne trouves pas de sources qui vont dans ton sens. Donc j'ai été beau joueur et je me suis dit, ok, bah, comment ça se fait? Et donc, en faisant les slides, j'ai changé d'avis. C'est intéressant parce que ces slides-là, enfin au total, j'ai dû mettre quelques jours à les faire, enfin voilà, ou 3 jours peut-être, même pas. Mais ça s'est étalé sur plus d'un mois. Parce que j'ai commencé les slides avec une idée en tête, que moi voilà, je voulais conclure en disant, s'il y a des data scientists ici, bah voilà, vous pouvez commencer à aller sur Udemy et tout, et à vous former. Et voilà, je ne trouvais pas en fait beaucoup d'articles qui allaient dans mon sens, sauf un article complètement farfelu qui dit la data science va disparaître si vous êtes, enfin vraiment un truc complètement alarmiste et tout. Mais bref, c'est encore autre chose. Euh, et du coup, bah là, je crois qu'on a notre réponse hein, en fait. Hein. Je pense qu'on peut conclure de ça que, au moins dans l'esprit des gens qui recrutent aujourd'hui des data scientists et des machine learning engineers, bah, c'est pas les mêmes expertises du tout en fait. Hein. Donc voilà. Sauf à imaginer un monde où on va pouvoir faire de la prédiction sans connaissance business, là pour le coup je peux vous le dire que c'est pas près d'arriver, eh ben, les MLE vont pas remplacer les data scientists. Avez-vous des questions? Alors oui, juste avant les questions, on sera donc présent au stand numéro 24 à la Devox à Paris, voilà, donc du côté de Porte-Maillot au Palais des Congrès. Voilà, et donc avant que le HDMI ne lâche complètement l'affaire, est-ce que vous avez des questions? J'ai une question par rapport à, du coup, on avait vu un peu les chiffres pour les US. Est-ce que tu as pu, un petit peu avec Welcome to the Jungle, où c'était pas du tout ton parti pris, regarder un petit peu comment ça évoluait Non, après, moi, non, mais empiriquement, je lis plus souvent Machine Learning Engineer. Je l'ai plus lu en 2022 qu'en 2020, mais c'est pas. J'ai pas de chiffres. Désolé. Juste encore les stats, pourquoi, d'après vous, pourquoi les stats du business pour l'expertise MLE est si basse? Bah, c'est justement parce que le MLE, il va arriver dans une boîte où, là, c'est ce que ça laisse entendre, où ça y est, on sait comment prédire, on a peut-être même déjà le modèle qui est là, et tout ce qui va mobiliser la connaissance business, en fait, chez le data scientist, la connaissance business, elle va surtout être mobilisée au moment de ce qu'on appelle le feature engineering. Voilà. Je prends un exemple très simple. Si jamais demain j'ai envie de prédire pour un véhicule à partir de tout un tas de données son prix de vente d'occasion, ça peut avoir du sens de diviser, je sais pas, moi, l'âge du véhicule, enfin le kilométrage par l'âge. Ça nous fait, bah ouais, combien de kilomètres il a roulé par an, ça a du sens. Ça n'a pas de sens de diviser, je sais pas moi, la puissance de la sono par le nombre de roues. Et ça peut paraître bête, là, dit comme ça, mais faut quand même connaître un peu les véhicules et le marché de l'occasion pour le dire. Un machine learning engineer, lui, il va arriver dans un univers où on est assez rassuré sur notre capacité à prédire,
Et à tous les coups, il y a même peut-être un data scientist ou le machine learning engineer lui-même, mais plus souvent un data scientist, qui l'aura fait avant lui. Donc c'est pour ça que feature engineering, bien comprendre comment ça marche, c'est plus le souci. Lui, il est vraiment là pour mettre en production et assurer le cycle de vie du modèle, enfin ou de l'application avec le modèle. Oui. J'ai une question concernant, donc, on a parlé de la différence entre le machine learning engineer et le data scientist. Quelle est, à votre avis, la différence entre un machine learning engineer et un DevOps? Et un DevOps, bah, c'est que bah, y en a peut-être pas tant que ça, parce que dans les deux cas, ça va un peu mobiliser les mêmes expertises. Maintenant, la différence, elle va surtout être, voilà, elle va surtout être là, parce que un DevOps, enfin un MLE, il va certes faire du DevOps, mais si on dit qu'il fait du MLOps, c'est pas du DevOps, c'est pour une raison, parce qu'il va pas versionner que du code. Il va versionner du code, il va versionner un modèle, de plus en plus souvent, il va versionner de la donnée. Ce qu'il va mettre en production, ça n'a pas un comportement complètement déterministe, ça se teste pas de la même façon. En plus, il va mettre en production un truc qui marche aujourd'hui, qui marchera peut-être pas dans un an. Donc, toutes ces choses-là, et franchement, je pense que l'article le dit mieux que moi. En fait, au début, je voulais mettre des slides avec des exemples, mais je me suis dit, bon, bah, déjà un peu flemme, et puis surtout que ça n'allait pas forcément parler à tout le monde. Mais je pense que la lecture de cet article, elle est assez intéressante pour justifier le fait que c'est pas que des effets de manche. Quand on dit MLOps et pas DevOps, c'est quand même un peu justifié. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui. C'était super. Merci, Bruno. Question, est-ce que tu penses que l'émergence de ce rôle de MLE très technique au fond, qui était auparavant géré par des data scientists comme tu disais, Ou des data ingénieurs. elle vient pas aussi du fait que la DS c'est pas mal démocratisé aussi, que tu as des rôles comme les citizen data scientists qui émergent et plein de plateformes un peu low-code type Dataiku qui, en gros, rendent la data science super accessible à peu près tout le monde. Ouais. Oui, bah oui, parce que alors, mais justement, tu vois, la plateforme que tu as citée, par exemple, c'est pas certain qu'elle participe forcément de la démocratisation de la data science, ne serait-ce qu'à cause de son prix. Et puis surtout que c'est une plateforme qui existe depuis, telle qu'on la connaît, je vais pas dire de bêtises, mais allez, 2015-2016, tu vois, c'est quand même, ça commence à faire un certain temps. Pourtant, moi, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas data scientist et quand je me dis, ah quand même, pour quelqu'un qui n'est pas data scientist, il s'y connaît pas mal, dans la majorité des cas, c'est pas quelqu'un qui a utilisé une plateforme comme ça. Donc je pense pas que ce soit dû à ces plateformes-là. Je pense que c'est le contraire. C'est parce qu'on anticipe que les gens vont de plus en plus être bons en data science sans être data scientist qu'on peut leur permettre, via une plateforme, en cliquant, d'entraîner un modèle. Mais tu vois que si jamais on fait le pari que quelqu'un, juste en cliquant, en déplaçant des colonnes et tout, il peut entraîner un modèle, si on fait ce pari-là, bah quand même, c'est qu'on compte que la partie business, la personne la maîtrise. Ouais. Je sais pas si ça répond tout à fait à la question. Oui. Sur le sondage de LinkedIn, il n'y avait pas mentionné, je crois, le métier de provenance DevOps, c'est plutôt des software engineers. Ah oui, donc software engineer serait plutôt DevOps? Non, le software engineer, c'est vraiment un dev. Ah ok, d'accord. En fait, ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas DevOps tout court parce que, bon, l'univers, on va dire software, on a une séparation claire entre un développeur et un développeur. Et quand même en provenance ici, tu n'as pas du tout DevOps, tu as juste software engineer. Alors peut-être que c'était mentionné, mais pas en. C'était pas le transition role. Ouais, je suis d'accord, je sais pas trop quoi répondre. Mais c'est vrai, moi j'aurais pu m'y attendre. Après, bon, je pense que quand même, là, LinkedIn, ils sont à un niveau, c'est assez agaçant ça. Ils sont à un niveau de détail tel que je pense que s'il y avait des DevOps, ils l'auraient écrit, et que s'il y a écrit software engineer, c'est pas des DevOps. Et je n'ai pas de réponse. Après, bah, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on estime que le chemin il est plus court entre DS et MLE qu'entre DevOps et MLE. Ce qui contredirait un peu moi ce que je dis. Mais donc ouais, donc c'est pas. Mais du coup, c'est ce qu'on peut conclure, quoi. Mais après, il y a peut-être aussi une barrière un peu. La data science, ça a souvent cette image d'un truc très compliqué, il faut faire des maths et tout, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. Mais peut-être que ça a contribué au fait de donner une image un peu inaccessible au métier d'MLE, ce qui est faux. Hein. Si quelqu'un veut être MLE dans la salle, allez-y. Hein. C'est pas ou data scientist d'ailleurs. Hein. Faut un peu démystifier ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça. Peut-être que ça fait un peu machine learning et tout. Donc peut-être. Je sais pas. Oui. Merci Daoud pour cette présentation, c'était super. Moi j'ai une question, c'est par rapport au fait que je me souviens plus du tout. Attends, je vais faire défiler les slides, ça va peut-être te revenir. Là en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de
de machine learning ingénieur, il est fait. Enfin, moi, je prends mon cas personnel en fait dans ma mission actuelle. Moi, je traite comment dire, le métier de machine learning ingénieur en tant que data ingénieur, parce que du coup, l'expertise des DS n'est pas assez complète pour réaliser ce métier-là. Et du coup, moi, je viens de retrouver ma question. Du coup, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des vraies compétences de machine learning pour un MLE? Parce que moi, j'ai l'impression que si c'est un DevOps, il a besoin de compétences d'infra, mais aussi de compétences de machine learning. Ouais, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre un exemple vraiment extrême, mais caricatural, mais voilà. Le MLE, mettons que voilà, il doit déployer un modèle, et dans la chaîne de CI/CD, il faut tester le modèle. Bah là, s'il ne sait pas bien le tester, tu vois, et je ne parle pas de l'erreur de dire train, test, machin, je ne parle même pas de ça, hein, mais de dire, voilà, je fais un modèle de détection de fraude, ah bah chouette, dans 99,9% des cas, il donne la bonne réponse. Voilà. Par contre, il se trompe quand il y a des très grosses fraudes qui vont coûter très, très cher. Bon, c'est le genre de petit réflexe, peut-être que... Alors, c'est pas vraiment du machine learning, tu vois, mais ça peut avoir son sens. Ou par exemple, c'est une bonne question, hein, mais c'est une bonne question, et peut-être que... Et peut-être, ça rejoint un peu cette question-là, peut-être que ça ne va pas mobiliser autant qu'on le croit, une connaissance très profonde du machine learning ou des maths. Après, voilà, il faut quand même être conscient de comment est-ce que je monitore mon modèle, tu vois. Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît pas en machine learning, il aura le réflexe de se dire, je ne sais pas si mon modèle il donne la bonne ou la mauvaise réponse, par contre je connais la distribution des réponses qu'il doit donner et elle a changé. Donc c'est que la distribution de la donnée d'entrée a changé. Tu vois, bah ça, faut s'y connaître en machine learning quand même, un petit peu. Je pense, c'est pas évident. Et en plus, ça s'appelle Machine Learning Engineer, faut pas se laisser tromper par les mots, hein. Enfin, ça aurait pu s'appeler Data Science Engineer, ou tu vois. Donc c'est juste le mot qui est comme ça, mais ça veut pas dire qu'il décrit forcément bien les compétences qu'il faut, quoi. J'ai une deuxième question pour revenir à un cas personnel. Est-ce que tu penses que le Machine Learning Engineer, il émerge beaucoup parce que le Data Scientist a trop de charge de travail, en fait? Ouais, peut-être, ouais. Ou soit qu'il a trop de charge de travail, mais soit surtout que il n'a pas la compétence, ouais. Il n'a pas la compétence. Plus une question de compétence que de charge. Je pense. Je sais pas, parce que si c'était un problème de charge de travail, bah, au lieu d'avoir un data scientist, on aurait deux. Là, c'est pas ça. Là, c'est un data scientist et un MLE. Donc c'est que c'est pas une question de charge de travail. C'est une question vraiment de... Ah. Oui. En fait, dans les grandes entreprises, on va trouver ces différents métiers, mais dans des petites boîtes, le data scientist va se retrouver à faire tout, y compris le travail dans le milieu. Ouais, bah c'est comme ça qu'on dit MLE souvent. Donc bah oui. Ouais, bah moi, ceux que je rencontre et qui écrivent sur le CV MLE et DS, ils ont un certain âge comme moi, quoi. Donc ils ont pas fait des études pour ça. Il y a pas de, comme à une époque, il n'y avait pas de cursus data scientist. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un cursus MLE, enfin, en tout cas, moi, ceux que je vois et qui sont MLE, ils m'ont l'air plus d'avoir mon âge que des gens qui sortent d'études. Et très souvent, je suis en start-up, j'ai dû tout faire. Voilà, et donc accessoirement, bah, ça, c'est une façon de devenir MLE, ça. Bah, du coup, voilà, on a plein de choses à faire. On se dit, ok, la criticité, vraiment, elle va et tout. Bah, je fais quel pari? Je prends un DevOps et je croise les doigts pour qu'il fasse du machine learning? Non, je vais prendre un data scientist et je vais espérer qu'il fasse du DevOps. Donc, en tout cas, c'est la réaction qu'ont pas mal de petites boîtes en prenant un data scientist qui va faire plein de trucs, hein, qui va faire du dev, qui va faire parfois du web, qui va faire du... Vraiment, hein, c'est déjà arrivé. Et donc, à la fin, ça fait des MLE ou des dev web, plus rarement, j'en ai jamais vu, mais... Moi, là, je fais passer des entretiens là, en ce moment, et les deux personnes que j'ai vues qui ont écrit DS-MLE, DS/MLE, c'est des gens, bah, c'est fait accidentellement, hein, et ils ont mon âge, donc ils ne se sont pas dit je vais faire des études de MLE en fait. Et juste qu'ils ont dû faire du MLE parce qu'il y avait besoin, quoi. Enfin, du DevOps, du coup. Et là, il y avait une question. Oui, j'ai bien aimé la présentation et vos analyses, surtout en fait de voir l'évolution et la complémentarité des deux rôles. On dirait que ça se complémente un peu. Oui, c'est vrai. Ma question concerne un peu plus les plateformes ou les solutions qu'on voit par exemple chez Hugging Face ou chez Advest. Il y a de plus en plus de modèles qui sont démocratisés, qu'on peut utiliser partout. Et est-ce que vous pensez que ces modèles ou ces plateformes posent des risques pour le rôle de data scientist pur? C'est-à-dire que c'est plus simple de prendre un MLE qui va prendre un modèle, va l'appliquer sur les données. Oui, bah alors déjà le modèle, il faut le faire déjà. Donc voilà.
on est un peu tranquille là-dessus. Puis en plus, alors ça c'est une très bonne remarque parce qu'en parlant et là c'est très personnel, hein, je dis pas que, mais moi les derniers entretiens que j'ai fait passer, les MLE que j'ai vus, il y en avait de deux types. Il y a soit le MLE de type startup, soit les MLE de type je bosse dans une boîte qui utilise un modèle open source. Donc très bonne remarque. Je pense pas parce que déjà ces modèles ils peuvent pas tout faire. Voilà, ça manque pas de vidéos sur internet où pour ne pas les citer, certains large language models disent des âneries. Donc en plus, ils ont besoin d'être entraînés le plus souvent. Et là, c'est pas dit que le MLE soit celui qui soit le plus à même de le faire. Premièrement. Deuxièmement, il faut bien les produire. Troisièmement, ils font pas tout. Donc il y a pléthore de use cases où les modèles open source vont pas marcher. Il suffit de reprendre le cas là, que j'ai donné pour la voiture. Ça paraît évident de dire qu'il ne faut pas diviser telle colonne par telle autre. Mais donc c'est dire à quel point on est loin demain d'un feature engineering complètement automatisé. Voilà, donc voilà. Les modèles comme ça, ils peuvent donner la recette des lasagnes en alexandrin. Si demain il a un jeu de données, je ne suis pas certain qu'il ne fasse pas certaines erreurs sur le feature engineering. Voilà. Y a-t-il, je vais peut-être enlever le HDMI parce que c'est un peu désagréable peut-être pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je reprends ton exemple sur les voitures d'occasion, justement. On a encore besoin de créer cette variable qui divise l'année par le nombre de kilomètres. Si elle est pas là avec de le base. deep learning, il ne peut pas le trouver tout seul? Non. Non, clairement? Ah non, parce que s'il y a 10 variables, encore, hein, s'il y a 10 variables, c'est qu'on a vraiment de la chance. Je pense qu'une voiture, c'est plus que 10 variables. Mais admettons, s'il y a 10 variables, il y a 45, si je compte bien, combinaisons. Mais sur les 45, il y en a 40, je pense, qui sont absurdes. Genre, ouais, le nombre de portes que divise la sono, quoi. Et donc non, le deep learning est pas... Parce que le problème du deep learning, c'est que même si on avait un moyen, c'est pas le cas, mais en deep learning, d'automatiquement se dire, ah, tiens, je vais diviser ça par ça, même si on peut l'automatiser, hein, c'est que déjà, ça ferait exploser le nombre de variables. Et ensuite, le risque, c'est de créer une variable. Ça se trouve, c'est une super variable de diviser le nombre de portes par la sono. Mais si on le fait pas, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ça risque de bien marcher pendant l'entraînement, puis après, quelqu'un, il va venir avec... une 3 portes et une super sono, et puis ça va plus marcher. Ou le contraire. Donc non, ça, en tout cas, moi, de ce que je sais, sur ce point-là du feature engineering, on est... ah ouais, il faut encore le faire, heureusement, parce que sinon, moi, je... Merci. Bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, et j'espère qu'il y aura un public aussi agréable que vous à Paris pour la Devoxx, le 14, stand 23. Et j'espère que même certains d'entre vous seront à Paris. Je vous remercie.